j'ai fait une année aux États-Unis sans travailler. What? Oui. On m'a robe, comme on peut le dire, à 2 reprises avec un pistolet. J'ai Avec toujours un cette pistolet? cicatrice. Oui. J'ai gradué premier de ma classe et de ma division. Si le petit blanc à côté de moi peut le faire, je peux le faire. J'ai servi dans les mêmes rangs que lui. Je suis allé dans les mêmes universités que lui. J'ai les mêmes diplômes ou même plus de diplômes que lui. Et voilà, ça fait 5 ans maintenant que je suis avec Amazon. En 5 ans, vous avez gravi autant d'échelons. Vous êtes Senior Operations Manager, comme vous le dites. C'est quoi votre force? Bonjour à tous et bienvenue sur Parcours Atypique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité dont le parcours incarne la résilience, le leadership et l'engagement. Originaire du Burkina Faso, Monsieur Joël Zombré a franchi les océans pour poursuivre ses études aux États-Unis. Mais au-delà de son parcours professionnel, Joël est aussi un bâtisseur de communautés, cofondateur de Diaspora Impact Group, vice-président de l'Association des Burkinabés de Georgia et fervent défenseur d'un développement ancré dans les valeurs africaines. Dans cet épisode, il revient sur les choix audacieux qui ont façonné sa vie, les défis d'un immigré dans les rangs de l'armée américaine et sa vision pour une diaspora unie pour le développement de l'Afrique. Bonjour Monsieur Zombré, bienvenue sur Parcours Atypique, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, bonjour Namketa, et merci beaucoup. Déjà, permets-moi de te féliciter pour Parcours Atypique. J'ai eu l'opportunité de regarder quelques-uns des épisodes et je pense que le travail que tu fais est noble. Déjà de nous donner une plateforme à nous, communauté diaspora, de pouvoir non seulement partager notre parcours et expérience, mais aussi d'aller écouter et de tirer des leçons des parcours d'autres personnes. So, merci. Oh, merci pour le soutien, c'est gentil. C'est moi qui vous remercie d'être là, d'accepter de vous ouvrir et de partager vos histoires avec nous et avec toute la communauté. J'ai pour habitude de repartir un peu dans l'enfance, dans les premiers instants de votre vie, pour savoir quel est le type d'environnement dans lequel vous avez grandi et quelles sont les expériences qui ont façonné l'homme que nous avons en face de nous aujourd'hui. Alors, si je vous renvoie à votre enfance au Burkina Faso, qu'est-ce que vous revoyez? Quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez de cette époque-là? Alors, moi, je suis né à Ouagadougou. Les parents étaient à la Padoue. Je suis né à la maternité Saint-Camille de Ouagadougou. Et je dirais que j'ai eu une enfance riche en couleurs et pleine d'expériences. Je dis ça parce que le papa, il était de la fonction publique. Il était fonctionnaire de police. Donc, de par son service à la nation, il a été affecté dans les coins les plus reculés souvent du Burkina Faso. De là, je parle de Piela, qui est dans la province de la Nyanya, vers Bogandé. Il a aussi servi à Bindé, qui n'est pas loin de Manga, et aussi à Dakola, qui est à la frontière avec le Ghana. Donc déjà tout petit, j'ai vécu à Ouaga. J'ai eu cette vie de la ville où il y avait tout autour. On bénéficiait voilà, des commodités qu'il y a dans les grandes villes. Mais aussi à partir du, je pense, c'était mon CM1, avec une affectation du papa, on a dû quitter Ouagadougou pour d'abord déposer les valises à Piela. Voilà, c'est un village gourmandier où à l'époque j'ai appris le gourmandier, mais bon, malheureusement, je l'ai laissé filer. Et donc, déjà arrivé à Piela, j'ai pu voir la réalité des enfants du village. Voilà, ces enfants-là qui, déjà, avant de venir à l'école, devaient se lever très tôt le matin, soit aller chercher de l'eau dans un puits ou amener les animaux en brousse et par la suite revenir à l'école. Et j'ai vu que ces enfants, bien vrai qu'ils avaient tous ces obstacles, si je peux me le permettre, faisaient parmi voilà, les 5 premiers ou quand même les 10 premiers de la classe. Donc, ça m'a déjà donné cette leçon de vie que, voilà, on peut arriver à faire ce que l'on veut dès qu'on le met, on s'y met. La maman aussi utilisait ce genre d'exemple pour nous inculquer ces valeurs-là à la maison. Elle les met pointeux, par exemple, il faut regarder un tel ou une telle, voilà, qui n'a pas ceci ou n'a pas cela, mais c'est votre premier de la classe.
c'est que tu peux le faire. Donc, j'ai eu cette expérience dans le pays, dans le village Gomanché, à Bindé, où ce sont des Mossi, et à Dakola, où on avait un peu les Gourissi. Donc, mon enfance, c'est de ça que je parle de riche en expérience. J'ai vraiment beaucoup appris. Mais maintenant, quand je tire un peu de l'enfance à l'adolescence, j'ai eu un choc dans la vie puisque j'ai perdu ma maman un peu à l'âge, je pense à l'âge de 15-16 ans. Donc déjà, cette mère qui était une figure, voilà, qui m'a bercé, qui me guidait, parce que comme je l'ai dit, à cause de la fonction du papa, il était tout le temps dans des missions ou en affectation d'un coin à une autre. Et donc, perdre la maman de sitôt a vraiment marqué et est resté en moi. Voilà, donc j'ai déjà compris très vite et qu'il fallait que voilà, je change un peu ma boussole et que je travaille d'arrache-pied pour aider le papa, pour que la famille reste elle, malgré l'absence de la maman. Mais mon enfance était joyeuse. Quand je fais un rétrospective pour regarder, de 0 peut-être à 15 ans, j'avais les deux parents, voilà, qui étaient vraiment aimables, qui nous ont donné tout ce dont on avait besoin. Et voilà, on n'a manqué de rien jusqu'à ce que ce vide se crée. Quand ce vide s'est créé, j'ai pas manqué, voilà, le truc matériel, mais oui, la présence physique de cette personne, voilà, a laissé un vide. Et comment vous surmontez cette absence-là? À 15 ans, c'est quand même un âge pivotal dans la vie d'un enfant. C'est l'adolescence, c'est en ce moment qu'on cherche un peu ses repères, que quand le père sévit, on se retourne chez la mère. Comment vous avez navigué cette période ou comment vous êtes resté résilient face à cette tragédie-là? Alors, comme je l'ai dit tantôt, ça n'a pas été facile parce que je me rappelle toujours comme si c'était hier. C'était le 8 octobre 2006. C'est une semaine jour pour jour pour mon anniversaire parce que je suis du 15 octobre. Alors, on était à Ouaga. Le vieux avait décidé à ce moment-là que, au lieu que les enfants tournent d'école en école, l'école en école, il fallait qu'on revienne rester à Ouaga et lui, il allait tourner tout seul. Donc, on était à Ouaga, c'était un dimanche. La maman, elle était allée à Koudgou pour saluer les funérailles. Et moi, j'étais à l'église, mon téléphone ne cessait de sonner, mais comme c'était à l'église, je ne pouvais pas décrocher. Et donc, subitement, quelqu'un est venu m'appeler. C'était vers la fin de l'église. Et j'ai quitté. Et bon, on causait. Je suis arrivé à la maison, j'ai vu beaucoup de personnes dans la cour. Je ne savais pas ce qui se passait parce que le vieux était en mission et la maman était en voyage. Donc, je ne savais pas ce qui se passait. Et je suis l'aîné d'une famille de 4. Donc, imagine, quand j'avais 15 ans, notre dernier n'avait même pas 2 ans. Armel n'avait pas 2 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, on a essayé de l'expliquer maintenant, mais lui, il n'a pas pu voir sa maman. Donc, quand je suis arrivé à mon oncle qui m'a attrapé, il me dit, comment tu vas, ça va? Je dis, oui, ça va. Mais bon, personne ne lui dit ce qui se passe. Voilà, on fait sortir les effets dehors pour que les gens puissent s'asseoir. Et après, je pense quelques heures après, je vois les voitures d'escorte de la police qui venaient à la maison. Voilà, ça c'était l'équipe du papa qui revenait à la maison avec lui. Et quand ils sont arrivés, eux, ils sont rentrés en premier. Ils sont rentrés en premier, d'abord fouiller la maison pour se rassurer ils ont pris ses armes et tout. Parce que bon, quand il y a un choc comme ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc du coup, j'ai maintenant vu le papa. Et il demandait où est Armel qui est le dernier, qui n'avait que 2 ans. Donc il est allé prendre Armel, les policiers sont entrés et ressortir. Donc je savais maintenant que comme le papa est là, alors ça doit être la maman. Et le décès était tragique puisque ce fut par accident. Et donc on était là, les gens pleuraient, les dames qui nous voyaient commençaient à pleurer. Bon, moi aussi j'ai pleuré avec les gens que je ne connaissais pas bien. Et bon, par la suite, j'ai vu maman, on m'a dit, voilà, maman ne va plus revenir, maman est restée dans l'accident. Et donc, j'ai attrapé ma soeur, Nathalie, qui me suit, et mon petit frère, qui est ici aussi aux États-Unis avec moi. Et bon, histoire de les consoler. J'étais petit aussi, je ne savais pas ce qui se passait. Et les jours se sont passés. Mais, comme la question, j'ai eu, oui, effectivement, des gens qui sont restés. Par exemple, le papa, du coup, a demandé une affectation pour rester à Ouaga. Et c'est là on l'a affecté au commissariat de Bogotko. Et il est resté avec nous à Ouaga. Il y a ma tante, la petite sœur de ma maman, qui est venue prendre Armel.
voilà, pour au moins qu'il ait une maman. Et donc, moi, je faisais la seconde. Voilà, je faisais déjà la seconde puisque je suis allé à l'école un peu tôt. Et déjà, quand je repars à l'école, les gens ont déjà appris que j'ai perdu ma maman. On te regarde bizarrement. Bon, les gens ont fait une réunion de venir à la maison pour saluer. Mais j'ai compris que maman n'allait plus revenir. Et il fallait rester dans un message pour le petit frère qui, quand lui partait dehors s'amuser, souvent ses enfants lui disent que non, ta maman n'est pas en voyage, mais ta maman est décédée. Et donc, il revenait pour nous demander, hey, mes amis ont dit que ma maman ne va plus revenir. Donc, il fallait que je sois fort avec le papa pour dire que non, 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 c'est pas vrai, maman va revenir. Et donc, c'est comme ça, je suis resté, voilà, la tête sous les épaules. J'ai maintenu le cap à l'école. Je suis allé de, voilà, la seconde en première, première en terminale. Et quand je suis arrivé, quand j'ai eu le bac, il y avait cette histoire de manque de place au Burkina Faso dans les universités. Donc, j'étais orienté en sciences économiques et gestion. Alors, on devait prendre les cours au CIAO, il n'y avait pas de place, il fallait se lever très tôt le matin. Donc, j'ai dit au papa, il faut que moi je joue au ballon parce que j'aimais aussi le foot. Donc, je voulais jouer au ballon. Lui m'a dit non, il faut que tu restes à l'école. Voilà, parce que si tu joues au ballon et que tu te blesses, ta carrière est finie. Alors, mais si tu as au moins un diplôme, tu pourras l'utiliser après. Mais moi, je voyais déjà le fait de vouloir commencer à faire de l'argent pour pouvoir lui l'aider. Et lui, il était catégorique, il faut aller à l'école, je m'en charge de tout. Et voilà, quand tu vas devenir adulte, peut-être tu comprendras. Donc, voilà, la tante, comme je dis, le papa qui est resté résilient, les oncles, et puis bon, la famille est restée, comme le Burkina, toute la famille est restée soudée. Et voilà, ils ont essayé de leur manière d'occuper les places. Mais comme je l'ai dit, une mère, c'est une mère. Le vie reste toujours là. Et bon, quand l'anniversaire s'approche, je pleure, je prie. Et depuis lors, je ne fête plus mon anniversaire parce que ça me rappelle, quand mon anniversaire approche, c'est l'anniversaire du décès de la maman et ça fait 19 ans maintenant qu'elle n'est plus. Wow. Ouais. En tout cas, nous prions avec vous pour le repos de son âme. Je suis sûre que là où elle est fière de l'homme que vous êtes devenu parce que ça se voit, que vous êtes resté résilient, que vous avez su être ce pilier là aussi pour vos frères et être un modèle pour eux parce que eux qui étaient encore plus petits que vous voir tenir debout, continuer, ne pas lâcher, c'est un message aussi, c'est ce que vous continuez de faire jusque-là. Donc, en tout cas, bravo de vous être relevé de cette expérience-là. Vous avez mentionné que à cette époque, vous avez déjà commencé à réfléchir, je veux travailler, je veux aider mon père. C'était quoi vos rêves en ce moment-là, quand vous étiez, enfin, après le bac, vous étiez orienté en SEC, mais vous-même, c'était quoi l'objectif et c'était quoi vos ambitions? Moi, déjà, moi, je voulais jouer au ballon. Je voulais jouer au foot. Je jouais dans le quartier. Voilà, j'ai joué des compétitions. Pas pour me vanter, mais il y a des équipes qui venaient me payer pour venir jouer avec eux. J'ai joué à la Padoie, j'ai joué au 30, au 1200, dans beaucoup de coins. Donc, moi, mon rêve, c'était de jouer au ballon. Et donc, quand j'étais déjà au lycée, je, euh, je, je, je ne voulais pas continuer, je voulais juste faire le bac et après le bac, peut-être être professionnel. Et parce que je voyais déjà que j'allais peut-être avoir l'opportunité d'aller en Europe ou même dans d'autres clubs en Afrique et commencer à faire de l'argent au lieu d'aller à l'université. Si c'est l'université de Ouagadougou que je connais, j'avais beaucoup voilà, de corons, comme on dit, du quartier qui sont allés à l'université, qui ont de master. D'autres ont fait le doctorat, mais il n'y avait pas de boulot. Donc, je savais que il y avait encore 7, 8, 9 ou 10 ans, peut-être sans boulot. Alors que dans le foot, peut-être les 2, 3 années qui vont suivre, j'allais pouvoir décrocher un contrat et pouvoir faire de l'argent. Donc, le rêve, c'était de jouer au foot. Mais, comme le vieux n'était pas d'accord, je me suis orienté en sciences économiques et gestion parce que je voulais par la suite peut-être devenir économiste. J'aimais vraiment l'économie et donc je me suis dit, voilà, si je vais rester sur les bancs, c'est ce que je vais faire. Et donc, je me suis orienté là-bas. Je commençais à prendre les cours, mais il y avait les grèves. Et à chaque fois, quand le vieux, il partait au service, il revenait. Il me laisse à la maison quand il part au service. Il revient, je suis à la maison devant la porte avec les amis.
Donc, il a compris que, bon, je ne veux pas qu'il joue au ballon. Il est à l'université et puis ça ne va pas. Donc, on a discuté. Il a demandé soit je t'inscris à l'USTA, c'était à Saba, c'est très loin, ou bien je prends cet argent et puis bon, tu pars à l'extérieur. Mais lui, il ne voyait pas États-Unis ou en France parce qu'il dit qu'il n'a pas les moyens. Voilà. Maintenant, nous, on avait un grand frère ici, Laris, qui était déjà à New Jersey. Et j'étais ami avec son petit frère Arnold. Donc, quand Laris revenait au pays et il nous expliquait un peu, ça nous motivait. Donc, on se disait que voilà, on va venir aux États-Unis, aller à l'école et travailler. Ça ramène en même temps ce que je recherchais, puisque j'allais et poursuivre les cours et aussi travailler. Et donc, j'ai expliqué au papa, il dit pas question, parce que aux États-Unis, je ne vais pas pouvoir supporter les cours et tu vas aller là-bas, c'est sûr que tu vas laisser les études pour juste travailler. Donc, j'ai eu à discuter avec mes amis et on est allé à 4 convaincre nos parents. Donc, comme on était à 4 maintenant, bon, les parents n'avaient pas trop le choix. Ils vont aller en équipe, donc au moins, ils ne seront pas seuls. Malheureusement, bon, moi, j'étais le premier à avoir le bac. Les 3 autres étaient en première. Donc, 2 ont eu le bac. Et j'ai commencé à faire les papiers avec Abdraman, qui est docteur maintenant. Et on est allé faire le visa. Et quand j'ai eu le visa, lui, son papa, dernière minute, dit qu'il ne bouge plus. Qu'il va rester parce que, bon, voilà, il préfère qu'il reste à Ouaga que d'aller à l'extérieur. Et donc, le papa m'a demandé, alors, tu as déjà le visa sous la main, qu'est-ce que tu décides? Moi, je dis, bon, je vais aller parce que, comme vous le voyez, il va falloir que je puisse pallier les deux. Je veux continuer les études, mais il faut que je travaille pour pouvoir vous aider aussi. C'est là que je me suis retrouvé aux États-Unis. Donc, quand vous arrivez aux États-Unis, vous aviez déjà en tête que vous devez travailler pour supporter the cost of living, payer vos études, parce que on vient souvent et on est désillusionné que c'est pas possible en fait que les parents qui restent au Burkina puissent supporter nos scolarités. Donc, est-ce que vous pouvez dire que vous étiez déjà armé de cette mentalité de guerrier là dont on a besoin pour réussir aux États-Unis. Et quand vous êtes arrivé, est-ce que les choses se sont passées exactement comme vous l'imaginiez? Oui, moi j'étais déjà un peu préparé. Bon, on ne peut jamais être préparé pour les États-Unis, mais je connaissais effectivement les réalités parce que je discutais avec Laris qui lui était ici. Et donc, quand Draman n'allait plus pouvoir venir, il y a ma tante, puisque j'ai un oncle ici, et à New Jersey. Et donc, la tante a dit, il ne faut pas te décourager, ton oncle est là à New Jersey, tu pourras le rejoindre. Voilà, mais eux ne connaissent pas les réalités du pays. Bon, on a pris son numéro, on m'a remis, on a écrit ça sur un bout de papier, j'ai mis dans mon calepin. Mais oui, moi, je savais que je devais travailler et moi, je voulais le faire à 50-50. Ça veut dire 50% travail, 50% école. Et donc, mon visa, c'était pour Southern Illinois University. C'est dans Carbondale, vers Chicago. Donc, j'arrive là-bas, j'embarque Air Maroc. On fait escale au Maroc, je pense que c'était 12-14 heures. Je suis calé. J'arrive à New York. Voilà, j'appelle le numéro qu'on a écrit sur le bout de papier, mon oncle. Il se faisait très, très tard. Voilà, il a décroché. Il m'a dit, bon, il se fait très tard. Je te rappelle. Et donc, je suis resté là, peut-être 2-3 heures. Il m'a rappelé après pour dire que je peux aller chez son ami dans le Bronx. Donc, je suis allé là-bas, mais du coup, je devais reprendre le vol le lendemain pour rejoindre l'université. Et quand j'arrive à l'université, ils nous disent, voilà, il fallait payer les frais de ISL et puis les 3 mois pour le loyer. Donc, l'argent que le vieux m'avait remis, j'ai tout payé. L'école et la chambre, je n'avais plus rien. J'avais 0 francs maintenant. Et donc, il a fallu que je rappelle le papa et il me dit, voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Les millions de CFA que tu as quitté avec, c'est fini à moins d'une semaine. Voilà. Lui, il a dit, il n'y a pas de problème. Il m'a envoyé de l'argent. J'ai un autre oncle, lui, son petit frère qui était en Italie. Lui aussi, il m'a envoyé de l'argent. Donc, j'utilisais ça pour aller payer le riz, l'haricot et autres pour préparer et prendre mes cours. En même temps, j'étais en contact avec mon oncle de New Jersey pour lui dire qu'il faut coûte que je revienne à New Jersey parce que à Carbondale, je vivais on campus. Donc, il n'y avait pas de boulot pour les nouveaux arrivés. Et donc, il a dit, voilà, il faut finir ton semestre d'abord avant de venir. Donc, j'ai fini le semestre.
J'ai fait 2 semestres. J'ai fini les 2 semestres. J'ai transféré pour venir à New Jersey. Chez mon oncle, il m'a accueilli chez lui. Lui, il était déjà marié. Et je peux dire que je dois une part de ma réussite aux États-Unis à mon oncle. Puisque quand je suis venu, lui m'a guidé. Il m'a dit, voilà, toi, tu es venu pour les études. Il faut que tu restes concentré sur les études parce que le travail ne va jamais finir aux États-Unis. Il aimait utiliser ce terme. Quand je dis ça à mes amis, ils reconnaissent le terme. Chacun dit Amore n'empora sobkabe. Wana karamame, wana tuame. C'est-à-dire parce que lui, il a vu. Ceux qui sont venus travailler ou aller à l'école, bon, chacun aura sa part. Donc, quand je suis revenu, il a commencé néanmoins, je l'ai expliqué, je dis voilà, c'est pas facile au pays, donc il va falloir que je travaille et je pourrais faire les deux. Il a commencé à chercher le boulot pour moi, mais j'avoue que ça n'a pas été facile. J'ai fait 1 année aux États-Unis sans travailler. What? Oui, j'ai fait 1 année point sans travailler. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que comme je vivais chez mon oncle, au moins j'avais un toit, aller dormir et on préparait à la maison, je pouvais manger. Et alors, ça s'est passé comme ça. Et 1 an après, après mon anglais, je me suis inscrit dans une université, une école supérieure à New York, NYIEB, New York Institute of English and Technology. Donc là-bas, je faisais et l'anglais et aussi, bon, j'apprenais Microsoft, Word, Excel et autres. Et cette école était reconnue par l'État américain et pouvait donner le OPT. Donc, quand tu finissais, comme c'était technical, après graduation, tu prends ton certificat, tu pouvais avoir le work permit. Donc, j'ai fait comme ça. Ça faisait maintenant 1 an et demi aux États-Unis sans le travail. Et quand j'ai fait le OPT, j'ai eu maintenant le work permit. Donc, j'ai dit à mon oncle, voilà, et maintenant j'ai le work permit, il faut que je travaille. Mais déjà, mon oncle, il vendait des voitures à New Jersey et il faisait le window tinting. Donc, je partais chez lui apprendre, mais je ne suis pas fort dans les travaux avec la main. Ça veut dire, si c'est écrit dans papier, bon, ça allait, mais ça a pris le temps pour que j'apprenne. Donc, je suis resté avec lui quelques années, mais je n'ai pas que je vais fort dans les travaux manuels. Mon oncle m'a parlé, il a essayé en vain, mais bon, j'ai appris, mais je n'ai pas été professionnel. C'est vrai que si aujourd'hui j'étais professionnel, peut-être ça allait freiner les études parce que j'allais commencer à faire beaucoup d'argent et ne pas continuer. Mais de là-bas, je suis revenu à New York et j'ai commencé à chercher du boulot. On a eu mon premier boulot à Domino's, à New Jersey là-bas. Je suis rentré pour faire les pizzas. Alors, donc, j'ai commencé maintenant à travailler. J'étais content parce que j'ai eu le boulot 1 an et demi après. Et je continuais à prendre les cours à New York et je travaillais à Newark. Et quelques mois après, l'argent que j'ai pu déposer de côté, comme je dis à mon oncle qui vendait des voitures, je l'ai demandé à payer une voiture dans le auction pour moi pour que je fasse la livraison parce qu'il y avait plus d'argent au niveau de la livraison et c'était plus flexible pour un étudiant. Donc, quand je suis parti, le manager de Domino ne voulait pas. Parce que tu sais, quand tu viens de l'Afrique et que tu étais prêt pour travailler, tu mets le paquet et tu travailles à 100%. Donc, il ne voulait pas perdre, comme ce qu'on dit, le hard working man. Moi, j'étais là-bas, je tapais les dos de pizza comme si ce n'était rien. Donc, il n'était pas d'accord. Il a fallu que mon oncle revienne dire que non, mais le petit, il a son driver's license, il a son work permit, il a un véhicule. Pourquoi tu ne veux pas qu'il fasse la livraison? Et c'est là que j'ai commencé à faire la livraison. Bon, dans la livraison à Newark aussi, ça n'a pas été facile. On m'a robe, comme on peut le dire, à 2 reprises avec un pistolet. J'ai toujours cette cicatrice. Oui, cette cicatrice dans ma main ici, qui est la cigarette qu'ils ont pris, déposée sur ma main, ça brûlait. L'arme de côté, ils ont pris mon bédou, mon téléphone et les pizzas. C'est arrivé parce que je suis juste allé pour livrer la pizza. Ça a pris des années avant que je ne dise à mon papa, parce qu'ils vont s'effrayer étant en Afrique. Et je suis arrivé à l'adresse. Normalement, les adresses, on sait qu'à Newark, c'est très, très dangereux. Donc, quand tu arrives, tu demandes au client d'aller de l'autre côté, côté passager. Tu descends la vitre un peu, il te donne l'argent, tu prends, et tu descends maintenant la vitre pour lui donner la pizza. Et donc, quand ils sont venus, j'ai fait cette technique. Je dis l'autre côté, j'ai descendu la vitre, il m'a remis l'argent, mais il était prêt. Et donc, quand j'ai descendu, il a pointé là. Alors, il dit descends la vitre. Et l'autre qui était vers mon côté
m'a brûlé avec la cigarette. Donc, j'ai fait ça, mais je ne pouvais pas laisser puisque je dois travailler. Et donc, j'ai continué à faire Oui, la livraison. c'est quand même une expérience assez traumatisante. Quand vous avez vécu cette expérience-là, vous vous êtes pas dit qu'il faut changer de métier euh, ou au moins livrer dans d'autres villes ou dans Oui, d'autres quartiers? quand c'est arrivé, déjà, euh, c'est moi, je dis que je pouvais faire la livraison. Donc, d'une manière, je peux dire, maintenant que je regarde, le manager me donnait les adresses un peu dangereuses pour que, voilà, je dise que je ne peux pas, on va dire, voilà, c'est toi qui as dit que tu peux faire. Je me rappelle qu'après, oui, j'ai eu effectivement un boulot après à New York. Je faisais loss prevention à Kmart à l'époque. C'était on 34th et 7th Avenue. Voilà, donc c'était les services de sécurité qui ne portent pas la tenue. Voilà, on se promenait dans le store comme si on faisait des achats pour juste voir les gens qui volaient et on les arrêtait. Et il y a un Burkinabé qui est venu me voir là-bas et il m'a dit, voilà, je suis content de te voir ici parce que quand tu faisais la livraison, je ne pouvais pas te dire de laisser parce que je n'avais pas un autre boulot pour te donner. Mais la livraison à Newark, bon, c'est pas un boulot safe. Mais je ne pouvais pas te le dire parce que tu veux travailler. Voilà. Donc, bon, oui, quand c'est arrivé, c'était un choc. J'ai seulement dit ça à mon oncle. Le store était au courant. Je n'ai pas dit à mon papa au pays. J'ai continué à faire la livraison. Parce que je devais faire de l'argent. Et je dis ça parce que après une année et demie, les parents ne pouvaient plus m'envoyer de l'argent. Donc c'est ce que je faisais, que j'utilisais pour payer les études. On nous payait à 7,25 l'heure. Donc quand tu fais 40 heures, ça faisait 200 et quelques. On enlève les taxes. Donc moi j'utilisais ce qu'on appelle Sallie Mae, qui est un payment plan pour l'école, pour payer les études. Voilà. Donc depuis que je suis arrivé aux États-Unis, avant mon boulot, je n'avais pas laissé les bancs, mais j'étais à part-time. Voilà, donc je travaillais pour pouvoir payer les études. Et comme j'étais toujours à l'école, il fallait continuer à travailler. Donc, c'était vraiment une expérience. Mais on a continué. La deuxième fois, c'était dans le store. Ils sont venus à la dernière minute. On a dit que non, we are closed. Il dit que non, please, ils veulent pizza. On a dit d'ouvrir. Quand ils sont rentrés, la dame qui était au comptoir voulait prendre ordre. Quand elle a commencé à ouvrir, elle a demandé What do you want? On a pointé l'arme et puis on a dit d'ouvrir. Nous on a ouvert, ils sont rentrés, ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre et puis ils sont sortis par la porte de derrière et puis drove off. Donc voilà, à 2 reprises à Newark, que ce soit dans la livraison ou à l'intérieur du store, où voilà, j'ai peut-être passé un peu à côté de la mort, mais il fallait continuer puisque je tenais à graduer de l'école. Voilà. Et c'est là, quand j'ai fait ça pour avoir jusqu'à mon associé degree. Et j'ai dit, bon, voilà, ça va être difficile de pouvoir continuer comme ça. Donc, j'ai commencé à chercher d'autres opportunités et j'ai vu qu'il y avait les forces armées, voilà, ils avaient leur poster de recrutement, comme quoi ils aimaient être vers les coins de campus, voilà, pour encourager les gens de enlist, parce que tu pourrais et avoir un salaire et aussi poursuivre tes études. Et c'est là que je suis allé à faire mon test et puis rejoindre le Navy. Avant, on n'avait pas beaucoup de Burkinabés dans les rangs de l'armée américaine. Ça commence à changer. Mais à l'époque, vous, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Parce que c'est quand même un grand changement. Être dans l'armée, c'est quand même pas rien en termes d'expérience, en termes de formation, en termes même du quotidien. Hein. Si on n'est pas habitué à ce genre de vie là, c'est carrément un grand changement. Comment est-ce qu'on est arrivé à vous convaincre que c'est ce qu'il fallait et pourquoi vous avez décidé de rejoindre l'armée américaine? Pour moi, je repars comme ce que je disais au départ. Il fallait que je réussisse coûte que coûte. Voilà. Donc, je faisais le boulot pour pouvoir continuer les études, mais je savais que le chemin allait être long. Donc, quand j'ai vu les publicités des forces armées qui disaient que voilà, on pouvait rejoindre les forces armées et continuer les études, d'abord, je suis allé dans les réserves. Voilà, puisque je voulais continuer les études. Donc, c'est moi-même, je suis allé taper à la porte. Je suis rentré. Ils m'ont expliqué comment il fallait se faire.
Et puis, j'ai pris le test en même temps. Et mon score était bien. Et donc, ils ont dit, voilà, when do you want to go? Moi, je dis, bon, je ne peux pas juste partir comme ça. Il va falloir que je me prépare. Donc, j'ai commencé à me préparer, mais je n'ai pas dit à mon papa, je n'ai dit à personne. J'ai fait le choix moi seul parce que je sais ce que ça vaut. D'autres vont commencer à avoir peur. Quand les gens voient armée, on voit les guerres, surtout quand c'est aux États-Unis, on va t'amener en Irak ou Afghanistan. Donc, je suis allé faire le test et j'ai rejoint en tant que E3, enlisted. Donc, je suis allé à ma formation et j'avoue, j'étais le seul, par exemple, quand on ouvrait les mails, et je n'avais pas de mail puisque je n'avais dit à personne. Donc, les gens ouvraient les mails des parents, des amis et autres. Moi, je n'avais pas de mail. Mais je me rappelle que j'avais ma Bible et c'est ce qui m'a aidé à rester serein. Et voilà, donc je lisais ça, je priais et je me rappelais toujours pourquoi je suis là, pour pouvoir finir et puis poursuivre mes études. Donc, quand j'ai fini, j'ai gradué premier de ma classe et de ma division. Donc, de là, tu gagnes en même temps une promotion de E3 à E4. Donc, j'ai eu la promotion E3, E4 et je suis revenu, mais toujours enlisted. Je suis revenu et je suis reparti m'inscrire puisque mon objectif, c'était les études à Baruch College pour faire mon bachelor's degree. Donc, j'ai fait le bachelor et je continuais à faire mes drills avec le Navy. Voilà, où on partait à Hawaï, Guam, des missions au Japon. Et c'est là, à Guam, j'ai rencontré un officier. Et quand il a discuté avec moi, il a su que j'avais un bachelor degree. Il me dit, bon, pourquoi tu es enlisted avec un, bachelor degree? You can commission. Moi, je lui ai demandé comment ça se passe. Il m'a montré les documents que je devais avoir. J'ai commencé à bosser et je suis allé prendre le test d'officier. Et c'est là que j'ai été admis, commission as an officer. Et je suis reparti pour la formation, pour ça. Et j'ai continué. Et voilà, parce que, comme je l'ai dit, mon objectif, c'était les études. Donc, je suis après reparti m'inscrire pour le master. Et j'ai fini le master. Et même quand j'ai fini le master, je me suis inscrit pour le PhD. Mais ma femme était aussi à l'école. Et j'ai 2 enfants. Et quand elle a accouché de mon premier, bon, elle a pris un peu de temps mort pour l'école. Donc, j'ai dit, bon, c'était selfish. Si moi, je continuais et je pars travailler, je reviens, je dois bosser. Et elle n'a pas encore fini son bachelor. Donc, j'ai retiré mon inscription pour le PhD pour que elle fasse au moins son bachelor avant que après, peut-être moi, je décide de repartir. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas reparti. Bon, avec la famille, c'est le plus facile. Mais voilà, c'est ce qui m'a amené, les études m'ont amené dans le Navy. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour me dire, voilà, je veux rejoindre, voilà, je ne sais pas. Je leur dis, bon, ça veut dire, il faut d'abord avoir une conviction. Pourquoi tu veux rejoindre les forces armées? Il y a des gens qui veulent rejoindre parce qu'ils veulent poursuivre les études. Moi, j'ai servi avec des gens qui étaient sans domicile. Ils étaient les homeless. Donc, ils disaient que le Navy, c'était où eux, ils pouvaient avoir une maison. Et il y a d'autres qui disaient, voilà, moi, je voulais servir mon pays. Parce que, voilà, moi, j'ai eu des gens qui sont tombés lors de l'attaque du 11 septembre. Donc, il faut que je parte défendre. Donc, chacun rentre avec ses objectifs. Et donc, il faut définir toi tes objectifs et de là, tu pars. Voilà. Donc, moi, mon objectif, c'était de finir et pouvoir aller continuer mes études puisque c'est pour ça que je suis venu aux États-Unis. C'est très stratégique de rejoindre l'armée que pour les études. Mais vous qui n'aimez pas les travaux manuels, qui avez le papier, le bic, quand vous vous retrouvez dans l'armée, est-ce que la formation n'était pas intense pour vous? C'était quoi l'expérience là? Et qu'est-ce que vous avez appris de l'armée? C'est quand même toute une méthode, c'est une discipline complètement à part. C'est quoi les expériences et comment vous avez vécu ça? Mon expérience, n'était pas mal, c'était bien. Je pense que ce qui m'a fatigué, c'était la natation. Voilà, beaucoup d'Africains ou d'Américains noirs souffrent un peu sur ce côté natation-là. Mais côté physique, je n'ai pas eu de problème puisque j'étais sportif, je jouais au ballon. Donc, côté endurance, je l'avais déjà. Les pompes et autres, il n'y avait pas de problème. L'adaptation, oui, puisque c'était dans un environnement où on t'insulte et tu ne peux pas répondre. Tu devais être
arrêté la discipline. En tout cas, j'ai appris ça, la discipline dans l'armée. Mais moi, j'ai fait la logistique. Donc, encore une fois de plus, dans l'armée, moi, mon boulot était un peu... les gens de marine se moquent souvent de nous. Ce sont des boulots dans les offices et pas forcément sur le terrain. Et je voyais. Moi, j'étais, par exemple, chargé de faire les commandes de munitions, les commandes de tenues militaires et tout ce qu'il y a avec la logistique militaire. Donc, déjà, je partais encore faire quelque chose qui est sur papier ou dans l'ordinateur et non pas, par exemple, ceux qui ont fait engineering où ils devaient peut-être changer les pneus, voilà, fixer le moteur et des trucs comme ça. Mais quand je parle de discipline, oui, il fallait dormir à 1 heure, se réveiller à une certaine heure. On avait 5 minutes pour manger, on avait 5 minutes pour se doucher, on avait 5 minutes ou 15 minutes pour s'habiller et tout devait être allié. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris et je fais ça même maintenant. Quand je me lève le matin, quand je fais mon lit, c'est comme on m'a appris dans l'armée. Voilà, donc ça, en tout cas, c'est resté en moi et je continue de garder ça dans le travail et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi quand j'ai rejoint Amazon à pouvoir gravir les échelons parce que ça soit dans l'armée ou dans Amazon, comme je l'ai expliqué, ou même à l'école, j'ai toujours commencé par le bas. Et avec le travail, la discipline, l'abnégation et tout ce qu'il y a qui va avec, je suis allé d'un point A à un point B. Et voilà. Donc, bon, l'armée, en tout cas, je peux dire que l'armée m'a donné ça, le sens du devoir. Tu te bats pour quelque chose de plus grand que toi. Et voilà, bon, je continue d'utiliser ça dans ma vie quotidienne. Ce que j'ai remarqué est que vous êtes très stratégique quand vous avez une vision. Vous savez où est-ce que vous allez et vous ne déviez pas. Vous êtes resté focus sur les études. Quand il fallait travailler pour payer les études, vous vous êtes pas dit comme beaucoup l'ont fait. Bon, on laisse l'école pour l'instant, on va chercher l'argent et puis on voit pour l'école après. Quand vous rejoignez l'armée, c'est encore dans l'optique de continuer vos études et c'est ce que vous faites. Où est-ce que vous tirez la force de ne pas dévier quand il y a peut-être souvent des chemins plus faciles ou plus simples? Même dans l'armée, il y a certaines personnes qui vont dans l'armée pour des objectifs précis, mais au finish, ils dévient, ils changent de cap. Je sais pas qu'est-ce qu'on vous met dans la tête quand vous êtes dans l'armée, mais je connais beaucoup de gens qui, en entrant, on dit, ah, c'est juste pour ceci, cela, mais après, ça change complètement. Mais vous avez pris la décision de quitter l'armée et d'entrer dans le privé. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu des réticences? Est-ce qu'on n'a pas essayé de vous retenir? Comment vous êtes resté sur le cap? Oui, déjà, je peux dire, et ça me ramène peut-être mon papa, quand je dis il était de la police, il a commencé en tant qu'agent de police, il a su gravir les échelons jusqu'à être commissaire de police. Donc, je l'ai vu se battre, voilà, d'un point A jusqu'à arriver au point Z. Et pour moi, c'est resté en moi que, voilà, quand on veut, on peut. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, dans l'armée déjà, comme j'ai expliqué, mon objectif était bien clair et bien défini. Et je suivais ça. C'est vrai, il y a eu souvent des trucs, tu dérailles, ou bien, bon, surtout la pression du pays. Voilà, quand on commence à te comparer à des gens qui sont venus au même moment, on dit, voilà, ces gens-là, ils ont fait ceci et cela, et toi, tu ne l'as pas encore fait. Tu as tendance à vouloir laisser. Voilà, moi, j'ai eu ce genre de critique. Ça m'a d'abord fait quitter Facebook parce que bon, c'est là-bas les messages venaient. Donc, j'ai complètement quitté Facebook pour rester focus. Et je continuais parce que moi, je savais ce que je voulais. Et quand j'ai quitté l'armée aussi pour venir, pour aller à Amazon, en quittant d'abord, bon, ils ne voulaient pas que je quitte. Ils voulaient que je reparte en tant que active duty pour 4 ans. Et donc, déjà, moi, je voyais que je prenais de l'âge et je voulais me marier. Voilà, je voulais me marier et je voulais coûte que ça soit, bon, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, je voulais me marier à une fille burkinabé. Voilà, je ne voulais pas une américaine ou un truc de ce genre. Donc,
si je partais en active duty, je devais aller être station au Japon pour 4 ans. Donc, moi, je voyais déjà encore 4 ans avant de revenir. Bon, ça allait peut-être m'amener à la trentaine, je ne suis pas encore marié. Donc, j'ai dit non. J'ai dit, voilà, maintenant que j'ai des diplômes, je vais essayer dans le civil. Mais c'est Amazon qui est venu vers moi. Alors, j'ai créé mon profil LinkedIn et un jour, j'ai reçu un message, voilà, comme quoi il y avait des boulots de ce qu'ils appellent area manager, manager de section à Amazon, à New York. Mais moi, je voulais quitter New York. Voilà, j'avais déjà envie d'aller ailleurs pour pouvoir peut-être fonder ma famille et puis faire quelque chose de nouveau. Donc, j'ai répondu, j'ai dit, bon, s'ils avaient ce genre d'opportunité ailleurs, j'allais prendre, mais si c'est à New York, bon, j'étais pas partant. Donc, ils m'ont envoyé notre link pour me dire que apply to this one, d'appliquer sur ce lien. Donc, je suis allé, j'ai fait l'application, ils m'ont contacté, ils ont payé un billet d'avion pour que je parte faire l'interview à Washington. Wow. Donc, j'ai pris l'avion. J'avoue, ça n'a pas été facile. J'arrive à LaGuardia, on rentre dans l'avion, on est assis. Et bon, il y a des problèmes techniques, l'avion ne bouge pas. Je pense qu'on a fait 1 heure ou quelque chose comme ça. Il y a un temps limite où on ne peut pas garder les gens dans l'avion. On vient nous dire qu'on doit descendre, alors que moi, mon interview, c'est le lendemain. Moi, il dit, bon, alors, peut-être ça, c'est pas pour moi, parce que je vais rater mon rendez-vous. J'appelle, ils me disent, voilà, il faut prendre un taxi, aller à JFK. On a réservé un autre vol là-bas pour toi, tu vas le prendre là-bas. Donc, il y avait quoi sur votre profil qui les attirait autant? Ils étaient prêts à tout miser pour vous avoir à Amazon. Je ne sais pas ce qu'il y avait, mais je sais que Amazon est vraiment focus sur ceux qui ont un background militaire parce qu'ils cherchent de la résilience. Et donc, moi, j'avais le profil de diplômé, voilà, et j'avais aussi la formation militaire et j'avais fait les logistics. Voilà, comme j'étais officier dans logistics, eux, ils sont une compagnie de chaîne d'approvisionnement. Ils voyaient que c'était vraiment quelque chose qui allait peut-être ajouter un plus. Donc, j'arrive à Washington vers 2 heures du matin et mon interview, c'est à 9 heures. Donc, je dis, si je dors, je vais rater l'interview. Je reste éveillé, je ne dors pas, je repasse ma chemise le matin, j'arrive au headquarters pour l'interview. On devait faire l'interview avec 3 différentes personnes. Donc, je fais l'interview 1, l'interview 2, l'interview 3. Mais à chaque fois que je passais, mes interviews étaient un peu rapides. Donc, je finis, j'appelle mon ami, je dis, bon, je pense que moi, je n'ai pas eu parce que ils sont dans les salles, dans les offices avec les gens un peu plus longtemps que moi. Et lui, il me dit, non, souvent, quand tu leur donnes ce qu'ils veulent, bon, ils n'ont plus de questions à poser. Donc, je dis, OK. Donc, je rentre à la maison et puis le 11 septembre, je reçois un email de Amazon pour dire que voilà, vous avez passé la barre d'Amazon et on vous retient pour un poste dans la Géorgie. Et donc, je dis voilà, Dieu merci, je fais ma prière. Le lendemain, c'était l'anniversaire de ma fiancée à l'époque, le 12 septembre. On se lève, on prend la route pour aller fêter à Atlantic City. Et en chemin, quelqu'un vient nous cogner. Ma voiture fait tonneau à 2 reprises. On se lève de l'autre côté de la voie et on ne sait pas ce qui s'est passé. Des gens sont venus, ma fiancée pleurait, on nous demande, you okay? Ma voiture est passée total loss. Mais les gens qui sont venus nous prendre nous disent, voilà, comme vous êtes sain et sauf, vous n'êtes pas blessé, il ne faut pas repartir parce que c'est une expérience qui va rester gravée dans les mémoires. Donc, il faut continuer là où tu partais. Voilà, il faut aller, puisque c'est l'anniversaire de ta fiancée. Donc, je suis allé à Atlantic City. Son papa, mon beau-père, était rentré en Afrique. Mon papa était malade à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de... Je dis, voilà, moi, je gagne un boulot le 11 et le 12, j'ai failli perdre la vie. Et donc, on est allé à Atlantic City, on a célébré son anniversaire. Bon, pas comme on le souhaitait, mais on a fait ce qu'on pouvait. Je suis revenu à New York sans voiture et donc, bon, je ne pouvais plus me déplacer, alors qu'avec la voiture, je faisais Uber. Donc, il n'y avait plus Uber, il n'y avait plus rien, mais l'espoir était là puisque je devais commencer le boulot de Amazon en janvier. Donc, je suis resté à New York le 31 décembre
J'ai repris une voiture avec mon oncle encore à Loxon. Et le 31 décembre, j'ai pris mes valises, j'ai pris la route. Je pense 14 à 17 heures de conduite. Je conduis et je suis arrivé en Géorgie. Et voilà, je suis arrivé, je suis allé commencer mon boulot un lundi. Et c'est là que c'est parti. Quand je suis arrivé, effectivement, j'ai appliqué ce que j'ai appris et à l'école et dans l'armée. Donc, j'étais vraiment, je savais ce que je voulais encore une fois de plus. Et ça m'a permis d'avoir une promotion chaque année. Donc, je suis passé de Area Manager 1 à Area Manager 2 en 9 mois. Et Area Manager 2 en Operations Manager en une année. Et de Operations Manager, il fallait repartir faire une interview pour le Senior Operations Manager. C'est le seul rôle à Amazon que quand tu as dedans, tu dois refaire encore une interview puisque le poste est stratégique. Donc, je suis reparti faire l'interview de 3 heures que j'ai passé. Et j'ai eu l'opportunité d'aller ouvrir mon propre site en North Carolina où j'avais plus de 6000 employés. Et j'avoue, c'était pas facile parce que je suis allé seul, j'ai laissé la famille. Et tu reviens à la maison, il n'y a pas madame ou les enfants pour te remonter le moral. Ça n'a pas été du jeu, mais encore une fois de plus, je devais le faire pour moi-même et pour ma famille. Et donc, je suis resté comme ça, avec l'aide aussi des mentors et autres. Et voilà, ça fait 5 ans maintenant que je suis avec Amazon. En 5 ans, vous avez gravi autant d'échelons, vous êtes Senior Operations Manager, comme vous le dites. C'est quoi votre force? C'est quoi? Beaucoup de gens, on se demande toujours comment, en tant qu'Africain, en tant qu'immigré, en tant que francophone, on arrive à naviguer corporate America. Il y a des contours, il y a des politics, comme on le dit. C'est quoi la force de Joël Zombré à Amazon? Qu'est-ce qui fait que c'est vous, qu'on promeut et pas d'autres personnes? Pour ceux qui nous écoutent et ceux qui aimeraient faire la même chose, c'est quoi les conseils que vous donnez aux jeunes professionnels ici aux États-Unis qui veulent percer? Alors, quand moi je reçois des employés, que ce soit des area managers ou des operations managers, ils me demandent, how did you make it? Moi, je les dis, the only thing you can control is your attitude. Ça veut dire, votre attitude quand vous partez dans un service compte beaucoup. Ça veut dire, quand tu arrives et tu as cet esprit de vaincre, et tu es team player, le travail d'équipe et le don de soi. Je sais que souvent, on rencontre des préjudices. Je l'ai rencontré moi-même, que ce soit des histoires de racisme où on te donne beaucoup à faire, plus que tes collègues. Mais ce sont des trucs, tu dois pouvoir dépasser ces petits trucs-là pour atteindre ton objectif. Voilà, donc moi, je suis toujours resté sur ma vision. Je voulais aller un peu plus haut que j'étais. Donc, j'arrive, l'attitude, la rage de vaincre. Je vais pouvoir prouver que je peux le faire. Que si le petit blanc à côté de moi peut le faire, je peux le faire. J'ai servi dans les mêmes rangs que lui. Je suis allé dans les mêmes universités que lui. J'ai les mêmes diplômes ou même plus de diplômes que lui. Donc, il n'y a pas question que je ne puisse le faire. Donc, à chaque fois qu'il y avait une opportunité qui se présentait, c'est-à-dire quelque chose de plus que ce que tu as comme tâche concernant ton boulot, moi, je levais toujours la main. I can do it. Voilà, je peux le faire. Et je prends ça, je fais les recherches. Quand les gens étaient off, ils étaient en train de faire la Java ou en train de faire d'autres choses. Je ne dis pas de ne pas faire la fête ou de ne pas profiter de son temps libre, mais moi, j'utilisais ça pour faire les recherches. Pour pouvoir revenir lundi ou mardi, voilà, commencer le projet qu'on m'a donné. Donc, du coup, en tant que L4, on me confiait déjà des projets que normalement, ça doit être géré par des L6. Alors, on mettait un L6 en haut, puisque le document ne peut pas passer devant le vice-président quand c'est le nom d'un area manager. On mettait le nom du L6, on me mettait en bas, mais c'est moi je faisais le projet. Alors, moi je disais, tant que ça paye, je vais le faire. Et quand je dis tant que ça paye, si moi je fais ça, et par la suite, moi j'ai une promotion, j'ai pas de problème. C'est vrai qu'on a mis le nom de quelqu'un d'autre sur le document, mais si la personne revient vers moi, reconnaître les efforts que j'ai faits et puis me donne ma promotion, j'allais le faire. Donc déjà à Amazon, nous travaillons 4 jours dans la semaine. Il y a l'équipe de front half qui est dimanche à mercredi
il y a l'équipe de back half qui est mercredi à samedi. Mais moi, à chaque fois, je travaillais 5 jours. Je travaillais le extra day. Les amis me disaient, ah, Amazon, tu utilises, hein? Amazon, quoi. Moi, je dis, bon, moi, je sais ce que je fais. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait. Je suis resté, voilà, hungry, comme on le dit, et je faisais le travail très bien. Et donc, j'ai eu les promotions, et donc, je ne me plains pas. Je travaille fort, je gagne la promotion. Je travaille fort. C'est vrai que maintenant, bon, avec la famille, je ne peux plus faire comme quand j'étais jeune parce que ça consomme vraiment beaucoup de temps. En tout cas, on adore la mentalité et on espère que ceux qui nous écoutent et ceux qui veulent s'inspirer garderont cette même mentalité de gagnant là, de ne pas lâcher. Et surtout, encore, je répète, parce que c'est le même thème qui revient encore et encore, c'est de savoir où on va, d'avoir un objectif et puis de se donner les moyens de l'atteindre. Avant de se laisser, parce qu'on est un peu pris par le temps, j'ai envie d'aborder un peu votre engagement communautaire. Vous êtes actuellement vice-président de l'Association des Burkinabés de Géorgie et vous êtes aussi engagé avec Diaspora Impact Group. On aura l'opportunité d'en parler dans un autre numéro. Pourquoi cette importance-là? Pourquoi est-ce que ça vous tient à cœur de give back à la communauté et avec d'autres jeunes professionnels de la diaspora, de fédérer les forces et les compétences pour rester ensemble? Moi, déjà, mon objectif, c'est de retourner un jour au Burkina Faso. Et quand je venais aux États-Unis, j'avais déjà cet objectif-là que j'allais venir faire les études, avoir un boulot et repartir au Burkina. Donc déjà, ici, quand je suis arrivé en Géorgie, voilà, je dis pourquoi pas d'abord rejoindre l'association des Burkinabés de Géorgie. Donc je suis d'abord allé en tant que membre, voilà, de l'association. J'ai participé à quelques réunions, à quelques activités. Et l'année passée, quand il y a eu les élections, voilà, le président m'a approché, voilà, pour que je puisse, prendre le rôle de vice-président avec lui. Et parce que déjà, quand on discutait, il voyait que j'avais cette envie-là de voir le Burkina rayonner partout dans le monde. Et donc, c'est là que je suis devenu vice-président du Burkina Faso. Et comme tu l'as mentionné, effectivement, avec Diaspora Impact Group, moi, mon objectif, c'est de voir la communauté burkinabé dans cette diaspora-là être unie, voilà, être unie autour de projets, autour d'idées, pour qu'ensemble, nous puissions vraiment changer la donne au Burkina Faso. C'est vrai qu'actuellement, c'est pas facile avec les attaques terroristes et autres, mais je pense que le Burkina Faso a beaucoup de compétences. Voilà, donc, voilà, comme tu l'as dit, on pourra discuter dans un autre numéro. Donc, wait and see. Ok, we're here for it. En tout cas, merci d'être venu sur Parcours Atypique. Le parcours, il est vraiment impressionnant. Et comme je le dis, beaucoup de gens vont s'inspirer de ce parcours-là. Beaucoup de jeunes, surtout dans la diaspora, qui cherchent à percer. C'est un bel exemple de croire en ses rêves et de se donner les moyens de les atteindre. Donc, est-ce que vous avez un mot de fin pour ceux qui nous écoutent? Le mot de fin, c'est peut-être, je vais juste répéter ce que tu as dit. Il faut croire en soi-même. Et quand on a des objectifs, il ne faut pas se laisser peut-être détourner de ces objectifs, que ce soit par les amis ou l'environnement. Il faut croire en ses rêves et on peut décrocher la lune quand on croit en soi-même. Donc, moi, mon message à la jeunesse, à tous ceux-là qui sont à l'extérieur, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, croyez en vous-même et vouloir ses pouvoirs. Merci encore à vous et bon vent dans vos activités et à la prochaine pour parler de Diaspora Impact Group et des activités que vous menez à travers cette organisation-là. Merci encore d'être passé. Merci, à bientôt. À bientôt. Bye. Chers tous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Parcours Atypique. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner.